Le cinéma français est-il nul? Je ne veux pas le dire, le cinéma français ne m'est pas destiné. Le cinéma français doit être excellent pour le public auquel il est destiné. Sinon, ils arrêteraient de faire des films. Pendant mes 10 ans d'études en art, on m'a appris à parler le langage de ceux qui décident de l'allocation des moyens de production. On m'a dressé à leur goût, leur pratique, leur esthétique, à réaliser une œuvre qui reflètera leur vision du monde et célébrera leur pouvoir. Aussi à leur façon de s'exprimer. Ne dites pas « je me demande », mais dites « j'ai mis en jeu un ensemble de questionnements ». Ou dites « dans le cadre de notre cycle sur la réflexion, je me suis intéressé à la présence de ce qu'on appelle poliment langage institutionnel n'est pas un vrai langage. Ce n'est pas une contorsion lexicale afin d'être précis. Ce langage est un code qu'utilise la classe dominante pour affirmer sa domination sur la production. Il s'agit de se plier à ce code pour montrer qu'on est avec eux. Cet ensemble de signes de reconnaissance de leur pouvoir n'est rien d'autre qu'une affirmation de leur domination. D'ailleurs, ces phrases sont souvent vides de sens. La force des décideurs est célébrée à travers des signes, plus qu'à travers un discours sensé. Il s'agit d'un acte d'allégeance. Le bourgeois est celui qui décide que quelque chose se fait. En tant qu'artiste, on se doit de répondre à sa demande afin d'être employé. Faire un dossier pour un film est très difficile si vous n'êtes pas de culture bourgeoise. Il faut traduire de façon à ce que votre projet soit le projet de celui qui peut vous donner l'argent. C'est son projet qui doit sortir de ce processus. Il en résulte que c'est la seule culture qui est à la disposition de la population. Pour un outsider, il n'y a rien de mieux que d'avoir intériorisé la culture bourgeoise. Pour le dominant, l'allégeance est délicieuse. Vous êtes le sauvage auquel il a coupé les griffes. En agissant comme lui, le sauvage est civilisé. Alors même que la quasi-totalité du milieu s'auto-reproduit en interne, le bourgeois doit de temps en temps intégrer les plus dociles pour garder une légitimité de pouvoir auprès du peuple. Cela permet en même temps au bourgeois d'imposer son désir comme un bien dans la civilisation. Le bas peut s'élever, comme il est en haut, on suppose que dans un même mouvement, le bourgeois doit y être arrivé grâce à son talent. Vos coutumes, que je nommerai culture pour plus de lisibilité, le bourgeois pourra même les absorber. Comme autrefois, il représentait les cultures exotiques dans ses expositions nègres par une mise en scène humble, stérilisée, qui ne représente plus de réel danger. Il y inventera un danger maîtrisé qui ne mettra pas en cause son pouvoir de décider ce qui est pensable. Les dominants voient dans ce qui n'est pas eux quelque chose à dominer. Ils doivent montrer leur vaillance sur ces territoires hostiles. Il est donc important pour le bourgeois d'en faire une représentation qu'il pourra maîtriser et mettre en scène à son avantage. Avec la culture, il produit des espaces narratifs où il représente ses conquêtes sur de nouveaux territoires, et ce, en y plaçant ses colons. Le bourgeois s'encanaille, à l'instar du noble qui faisait ses classes dans la marine, traînait dans les bordels pour revenir chez papa, couvert de tatouages. Quand le bourgeois s'est intéressé à la banlieue, dans les années 90, ces réalisateurs y sont arrivés et ont sélectionné leurs Sherpas, les plus capables de désirer se fondre dans la culture des explorateurs civilisés. Une fois la mode passée, ces fidèles serviteurs sont rentrés avec le bourgeois dans ces quartiers. Dans cet environnement, ces curiosités exotiques ont été dressées aux us et coutumes et ont volé vers ce meilleur au-delà bourgeois. Comme je l'ai dit, la culture bourgeoise est la seule culture produite. Le peuple y a donc accès, il sait que cette culture est désirable. Il la consomme comme toute marchandise produite en masse. La culture de masse bourgeoise porte en elle le symbole de puissance, de bienveillance supérieure, de celui qui apporte de quoi manger aux nécessiteux dont il a appauvri les terres. C'est pour ça que quand le bourgeois représente les classes populaires dans les œuvres qu'il produit, il y a toujours un sentiment d'étrangeté, ça sonne faux et c'est condescendant.
Le bourgeois est le papa du petit prolo, dont les problèmes et l'environnement sont tragiques. Les individus populaires, joués, sont incapables de changer quoi que ce soit. Ils sont enfermés dans leurs habitudes minables. Le vulgaire n'a en tête que l'ascension vers la culture dominante ou les plaisirs simples. La domination est en creux, elle se sépare de la fatalité à laquelle l'ouvrier n'a pas d'autre choix que de se plier. C'est parce que le bourgeois estime qu'une chose a de la valeur, que cette chose a de la valeur. Il n'existe pas de valeur intrinsèque à la chose, à moins qu'on puisse faire fructifier cette valeur à travers le capital financier ou symbolique que la classe dominante décide de lui donner. Ce qui n'a pas de valeur n'existe pas dans une société marchande. Il y a donc un certain nombre de problèmes qui n'existent pas, car ils n'ont pas de valeur à être représentés. Ils existent uniquement quand la classe dominante décide de s'y intéresser, d'estimer une valeur. Avec le pouvoir de diffusion, les dominants décident de la possibilité de penser un sujet dans les termes qu'ils ont élus légitimes. Et s'il faut d'abord qu'ils comprennent que le sujet existe, ils ont aussi le pouvoir de faire advenir des sujets fantasmés par eux. Pour éviter que sa légitimité ne soit remise en cause, le bourgeois va accepter que ne soient montrés que les problèmes de société qui se situent loin de son précaré. C'est donc lui qui va mettre en scène, selon les modalités qu'il comprend, avec lesquelles il est familier, la représentation du problème et le périmètre dans lequel il peut être discuté. Mais si, tant que le goût de ceux qui produisent n'est pas à une chose, cette chose n'existe pas, il faut également qu'elle soit produite pour être mise en mouvement. Elle ne surgira de façon dynamique qu'à cette condition. Des pans entiers de possibles n'existeront pas, car ceux qui les conçoivent n'ont pas les moyens de les faire advenir. La standardisation et le marketing sont ainsi l'effet des œillères de ceux qui ont les moyens de production de l'existant, c'est-à-dire leur culture. L'universalité des valeurs bourgeoises n'est vraie que parce que ceux qui pourraient se situer conceptuellement en dehors de son désir sont pris à l'intérieur d'elle. Le mot totalitarisme convient à ce fait, que la culture n'est rien d'autre que ce que les capitalistes financent. Car notre réflexion ne peut s'élaborer qu'à partir d'éléments mis à notre disposition pour penser. Comme ce qui est produit est sélectionné, la majorité des situations conceptualisables n'est tout simplement pas dans notre champ de vision. Et ça, même si elle se situe constamment devant nous. Nous intériorisons la culture et les coutumes qui sont produites et auxquelles les dominants donnent une valeur forte ou basse. Ce phénomène se nomme l'aliénation. Dépossédés de la capacité à produire, devenus seuls agents d'exécution d'une production qui nous échappe, nous ne pouvons pas créer, ni être, authentiquement. Exécuter des choix qui ne sont pas les nôtres est la seule place qui nous est donnée. Le cinéma français est un cinéma bourgeois. Le bourgeois a une place essentielle, car c'est lui qui décide si quelque chose sera financé ou distribué. C'est son argent, c'est sa décision. Le retour sur investissement exige une standardisation généralisée. Le bourgeois ne peut décider de produire que ce qu'il peut comprendre, ce qui se trouve dans sa culture ou ce qui a eu un succès dans un milieu qui nécessite moins de moyens. Dans ce dernier cas, le meilleur exemple est le dessin animé pour adultes et adolescents. Seuls les succès en bande dessinée sont adaptés en France. Les concepts comme Pipoudou, par exemple, seront exclus, car il faut garantir que le capital placé pourra y fructifier. Si le bourgeois peut faire un bénéfice, cet élément accédera au statut de culture. Toute production est contenue dans un marché. Notre goût se forme dans l'apprentissage que nous faisons à l'intérieur du marché. Ce fait induit que nous ne pouvons pas trop nous éloigner de ce qui a déjà été produit. C'est la plus grande difficulté si l'on souhaite créer en dehors du désir des dominants, et il le faut.
le seul moyen d'être produit est d'être éloigné de l'existant, puisque les dominants produisent déjà en interne leur culture à l'intérieur du marché. Seule une concordance des désirs permettrait une production qui se voudrait opposée au désir dominant. Mais à vrai dire, le désir dominant prévaut, puisqu'il contient la possibilité du second. Le bourgeois lui allouera une mise pour pouvoir agrandir le territoire de sa domination sur l'existant. Et si un désir authentiquement extérieur à la production dominante pouvait exister, il resterait la domination sur le réseau, qui permet au public potentiellement intéressé de se rassembler autour de cet ailleurs de la norme. Ces occasions arrivent rarement et meurent presque toujours de ce manque d'accès au réseau. On les nommera un jour précurseurs, quand le pouvoir aura désiré et conquis une de ces niches, dans laquelle il pourra faire fructifier son capital en lui affectant une valeur. Comme je ne sais pas comment terminer cette vidéo, j'ajoute ce point important. Le CNC, Centre national du cinéma, est souvent évoqué quand on pense à une production indépendante des marchés. En effet, il s'agit, sur le papier, d'un organisme d'État offrant moult bourses pour les métiers de l'audiovisuel. Dans cette opposition fictionnelle de l'État aux intérêts privés, il peut sembler au premier abord que la France se soit dotée d'un outil d'égalité entre les créateurs, quel que soit leur milieu social. Or, un grand nombre de bourses décisives pour faire advenir un projet exige des investisseurs privés dans votre budget. Et voilà par où le diable est entré. Vos amis investisseurs bourgeois désirant un retour sur investissement ne rentreront dans le projet que si le CNC est prêt à éponger les pertes. L'État garantit désormais aux investisseurs privés d'au moins retrouver leur mise de fonds. Également, il règne au CNC, vous en avez sûrement entendu parler, un népotisme épais. Qui se trouve dans ces commissions de cette énorme manne de fonds publics? Des professionnels d'ores et déjà formatés, intégrés, prêts à aider les copains et qui ont intériorisé les codes dont je parlais au début de la vidéo. Il est donc aussi difficile que dans le privé d'y trouver des fonds. Il y a aussi les sites de crowdfunding qui enterrent les projets qui ne leur apportent rien. Autrement dit, plus vous êtes connu, plus on vous aidera à vous financer. La campagne de crowdfunding ne sera alors qu'une plateforme de communication, puisque, de par votre renommée, vous n'avez pas besoin de ce type de financement. Inversement, en direct, via votre boîte de production, couvrirait déjà tous les frais. Voyez n'importe quelle page d'accueil de ces sites. Seuls les gens installés y sont promus. Un conseil positif pour finir, multipliez les petits festivals pour diffuser vos films. Ah merde, attendez, il faut d'abord les produire. Non mais trouvez le pognon, je vous en prie. Faites-les pour pas cher ou un truc comme ça, demandez de l'argent à vos parents, je sais pas. On n'en peut plus de ces films français. Je vous en prie, je vous en supplie. C'est pas possible. On peut pas continuer comme ça, là. On est sur une mauvaise piste, il faut absolument qu'on s'en débarrasse. Ça peut pas rester comme ça. Faites-les avec des potes, je sais pas. Prenez votre téléphone portable et filmez les gens dans la rue au pif. Écrivez un scénario qui est facile à réaliser, je sais pas. Trouvez du temps, il y a le RSA aussi, c'est bien le RSA, non? C'est bien. Bah voilà, bah, j'ai trouvé la solution. T'as pris du crack à la fin. C'est pas grave. Et là c'est long ça, la suite des procédés de capacité à produire. J'en fais des tonnes. Non, parce que là,